Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à vous dans le cadre de la conférence Deep Learning in Aba X au Cameroun, édition 2023. Dans un contexte où l'intelligence artificielle générative connaît un boom sans précédent, il est important de contextualiser ces avances dans le contexte africain, ainsi que de réfléchir sur notre position et notre place dans ces avancées et leur signification pour nous. C'est ainsi que ma présentation porte sur ce sujet et est intitulée Intelligence artificielle. Quels enjeux pour l'Afrique francophone? Mais avant d'aller dans dans le vif du sujet, il est important de me présenter. Alors, je m'appelle Kane Mohamed Hassan. Je suis né et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mon père est ingénieur en électricité et ma mère est docteur en pharmacie. Très tôt, à l'école, j'ai été vraiment passionné de mathématiques et physique. C'est vrai que j'aimais beaucoup ces sujets, mais l'utilité n'était pas forcément claire. Il aura fallu l'étude d'ingénieur en informatique au MIT, avec l'accent sur l'intelligence artificielle pour vraiment connecter les notions abstraites euh, que j'étudiais avec des applications concrètes. Aujourd'hui, je suis cofondateur et CEO de Medium Bioscience. Nous sommes une startup basée aux États-Unis et nous opérons à l'intersection de l'informatique et la biotechnologie. Plus précisément, nous travaillons sur des modèles d'intelligence artificielle pour la simulation des propriétés des molécules avec l'industrie pharmaceutique. Mes expériences qui m'ont permis d'arriver à ce niveau constituent par exemple avoir travaillé dans des grands groupes en Silicon Valley, comme Facebook, Uber, ou avoir rencontré des personnes qui ont été très influentes dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme ici Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui a euh, la société qui a fabriqué ChatGPT. Et ces expériences, en fait, se sont déroulées dans le cadre où c'était vraiment au début du boom de l'AI. Ainsi donc, j'ai pu voir très tôt la portée et l'ampleur que ce domaine allait avoir sur le monde et j'ai pu m'insérer très tôt. Ainsi, par exemple, dès 2016, avec des amis, nous avons commencé à nous réunir pour lire des articles sur le deep learning. Ça, c'est une photo de mars 2016, lorsque AlphaGo jouait contre Licidol. Nous avons commencé à nous entretenir chaque jour, chaque jeudi, avec des pizzas et discuter des avancées scientifiques. Des années plus tard, ce groupe est passé de quelques personnes sur une table à 500. Et après l'école, je me suis impliqué dans la communauté Black in AI, qui aujourd'hui a plus de 5000 membres et qui vraiment milite beaucoup pour la participation des afro-descendants dans les progrès en intelligence artificielle à travers un programme académique qui favorise l'application aux bourses doctorales ou qui paie des frais pour participer aux conférences internationales pour les chercheurs africains et afro-descendants de manière générale. Plus proche du Cameroun, depuis juillet 2020, des amis et moi avons mis en place une structure qui a offert plus de 10 stages de recherche, comprenant aussi bien des stages de quatrième et de cinquième année aux étudiants ingénieurs. C'était vraiment le fruit de partenariats gagnant-gagnant, car à travers toutes ces activités de recherche, il y a eu plus de 7 articles publiés et revus par des pairs avec 135 citations. Les stagiaires poursuivent leurs études à Mila, Centrale Supélec ou encore African Master in Machine Intelligence et ont par la suite pu intégrer des grands groupes comme IBM, DeepMind, Dassault Systèmes, BNP Paribas. Et beaucoup sont devenus des leaders dans l'écosystème local. Donc, toutes ces expériences, aussi bien au niveau de la Silicon Valley, community building, et dans le contexte d'offrir des stages aux étudiants camerounais, ont beaucoup coloré ma perspective, non seulement sur l'IA, mais aussi sur son rôle dans le développement technologique africain. Les points clés de mon intervention, c'est que dans les prochaines décennies, les Africains peuvent jouer un rôle primordial dans le développement de l'intelligence artificielle. Notre influence est déjà visible, mais peut s'accroître, particulièrement au niveau de l'Afrique francophone. En plus, cette vague de développement technologique est une unique occasion pour booster nos capacités scientifiques, philosophiques. Mais nous devons apprendre de l'histoire, notre actualité politique pour développer un imaginaire et des mécanismes pour ne pas se faire exploiter. Pour commencer à illustrer ces points, j'ai sélectionné trois faits qui se sont déroulés en 2023 et qui vraiment illustrent le potentiel. Ici, nous parlons de l'histoire d'Instadip. Instadip est une start-up fondée en 2015 par deux Tunisiens, Karim Beguir, qui est un ancien de l'école polytechnique NSAE NYU, et Zora Slim.
Ils ont environ 250 employés répartis entre la France, la Tunisie, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. Eux aussi opèrent dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux biotechnologies et ils se sont fait racheter en janvier 2023 par BioNTech, qui est très connu pour avoir mis au point les vaccins Covid, pour 408 millions d'euros, ce qui représente environ 267 milliards de francs CFA. C'est la plus grosse acquisition de l'histoire de la tech africaine. Ainsi donc, nous avons un exemple d'une entreprise fondée par des Africains, avec beaucoup d'employés africains, un leadership des employés africains, qui a réussi à exporter des solutions technologiques et créer énormément de richesses. Une autre histoire fascinante, c'est celle de Lelapa AI. Cette startup qui a été lancée en Afrique du Sud a une vision de l'intelligence artificielle pour les Africains, par les Africains, pour résoudre des problèmes africains. Le leadership est issu de Massakane, qui est un groupe d'Africains qui travaille sur les langues locales, et le Deep Learning Indaba, qui nous a permis d'avoir ce cadre de rencontre. Ils ont lancé en février 2023 avec un financement à hauteur de 2,5 millions de dollars, ce qui représente environ 1,5 milliard de francs CFA. Karim Beguir, le fondateur d'Instadip, est notamment un investisseur. Mais, comme signe qui devait aussi porter notre attention, au Kenya, en juin 2023, il y a une société qui s'appelle Sama et elle emploie environ, je crois, 50 000 personnes qui contribuent à, en gros, filtrer le contenu violent ou profane sur les plateformes et les réseaux sociaux que nous utilisons tous. L'une des raisons pour lesquelles on ne voit pas souvent des vidéos de violence ou de suicide, c'est qu'en fait, il y a des équipes humaines derrière qui inspectent ces contenus. Et ces personnes se sont euh, arrangées en syndicat et ont porté plainte en justice contre les plateformes et sociétés pour des conditions de travail qu'ils agissent comme de l'exploitation. Ils ont eu beaucoup de problèmes psychologiques après avoir été exposés à ce genre de contenu. Et c'est un cadre qui rappelle l'exportation de matières premières où l'Afrique fait œuvre de main-d'œuvre sous-qualifiée, exploitée au profit de géantes multinationales. Ces histoires, en fait, représentent ce qu'on a à gagner et à perdre si on n'est pas intentionnel avec notre approche par rapport à cette technologie. Qu'avons-nous à gagner? Premièrement, au niveau individuel, les carrières dans le domaine de l'intelligence artificielle peuvent être très lucratives et offrir des opportunités internationales. À l'échelle collective, nous pouvons changer la vision que le monde a de l'Afrique et de sa place dans les sciences et la technologie. Nous pouvons aussi créer des meilleures solutions technologiques adaptées à nos réalités et visions de société. Mais, qu'avons-nous à perdre? Si nous ne participons pas massivement à ce choc technologique, l'écart économique peut s'accroître entre les nations les plus développées et les moins développées. La Chine et l'USA sont en tête de ce développement et le reste du monde a intérêt à avoir une stratégie pour ne pas être encore sous la houlette technologique de ces puissances. Mais aussi, il est important de souligner la différence entre l'Afrique francophone et l'anglophone, car l'Afrique anglophone a un grand envol dans le domaine et je reviendrai sur ce point plus tard. Il est important aussi de changer notre statut de consommateur et importateur de technologies conçues ailleurs, sans mot à dire et mécanismes de régulation de défense. Ça va éviter les populations exploitées, distraites, désinformées par les multinationales qui vont s'enrichir sans partager les gains avec les communautés locales. D'abord, avant d'aller dans le vif, il faut avoir juste quelques définitions pour s'entendre. L'intelligence artificielle générative, qu'est-ce que c'est? Déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de systèmes informatiques qui effectuent des tâches qui, en général, nécessitent de l'intelligence humaine. Un exemple, assistant Siri, où vous demandez à Siri quelle est la météo. Siri comprend votre intention, effectue une action et vous parle pour vous répondre. Une sous-branche de l'intelligence artificielle qui a eu beaucoup d'activités est le machine learning ou l'apprentissage automatique. Cette sous-branche, en fait, consiste à entraîner des systèmes à partir de données. Par exemple, euh, beaucoup de systèmes aujourd'hui sont utilisés pour la reconnaissance de visage sur les photos, que ce soit sur Facebook, Google. Et l'intelligence artificielle générative
elle a un angle sur la création de nouvelles données qui ressemblent aux enseignants existants pour la génération de contenu, comme ChatGPT ou Stable Diffusion. Donc, dans l'apprentissage supervisé, en général, vous avez des données et il y a un modèle qui est capable de dire, ah, OK, voilà des photos et ceci est un chat, ceci est un chien, ceci est un chat. Alors que dans l'intelligence artificielle générative, il s'agit de donner comme instruction, génère un chat, génère un chien, et le modèle est capable de créer en fait de nouveaux échantillons très différents de ce qu'il a vu en entraînement. Un exemple, ceci est juste une illustration de murailles, de bâtiments avec des décorations africaines. Cette photo n'existe pas. Elle a été inventée par un modèle qui a reçu des instructions et et des consignes pour réaliser une telle photo. Les possibilités s'étendent à la musique, à la voix, aux molécules, aux protéines. Alors, quelle est la position de l'Afrique dans ce domaine? Déjà, commençons par nos points forts. Aujourd'hui, nous avons une influence incontestable dans le domaine. Des chercheurs comme Dr. Timi Djibrou, Dr. Joy Buolamwini, Iniolua Deborah Raji, Kate Kalot, Pelonimi Moiloa, Linda Dunia, James Manika, Richard Matengue par exemple, ce 16 septembre 2023, été nommés dans la liste des 100 personnalités les plus influentes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, en fait, nous avons déjà des personnes qui sont très influentes dans le domaine. En plus, nous avons une présence croissante aux rendez-vous internationaux. Par exemple, il y a une conférence internationale, ICLR 2023, qui était au Rwanda en 2023 pour la première édition, qui était la première édition en Afrique. Et nous sommes passés de 16 à 261 participants africains en 2019 et 2023. Nous avons des sociétés comme Google qui ont ouvert des bureaux de recherche à Accra, au Ghana. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que l'Afrique ne participe pas à ce développement. Mais si on analyse les caractéristiques de la participation africaine, il y a la diaspora qui est très en avant dans le domaine et aussi beaucoup de la société civile et initiatives individuelles qui forment la base. C'est-à-dire, nous avons par exemple des clubs dans les écoles d'ingénieurs, nous avons des réseaux professionnels, des meet-ups, des hackathons qui forment vraiment la base de l'engagement. Et pour ne citer que certains, nous avons Data Science Nigeria, nous avons Deep Learning Indaba, nous avons Masakane, beaucoup d'initiatives individuelles qui aujourd'hui forment la base de l'engagement des Africains dans ce domaine. Mais il faut dire que beaucoup de ces initiatives ont aussi le soutien d'énormes organisations internationales. Par exemple, le Deep Learning Indaba, la semaine dernière qui s'est passé au Ghana, a eu Google, OpenAI, Apple, Rockefeller Foundation, Mozilla comme sponsors. Et plus localement, à l'échelle du Deep Learning Indaba X Cameroun, nous avons Mila, W Research, Deep Learning Indaba, Lenspeak comme sponsor. Donc, il y a vraiment une convergence, on va dire, des mobilisations locales et un soutien de la communauté internationale. Mais quels sont les points faibles si on regarde de manière un peu plus critique? Le point faible, un des plus gros points faibles à souligner, c'est vraiment l'absence de l'Afrique francophone. Il y a une sous-représentation des pays francophones dans l'organisation d'Indaba X. Par exemple, ça, c'est la carte de 2021. Les pays en vert sont les pays qui avaient organisé des éditions avant ça. Les pays en bleu sont les pays qui ont organisé des nouvelles éditions en 2021 pour la première fois. Et on remarque que beaucoup de grands pays d'Afrique francophone peinent à arriver sur la scène. Sur la liste des Time 100, il n'y a que 2 personnalités sur les 8 qui sont issues d'Afrique francophone. Donc, on a une certaine absence de l'Afrique francophone et beaucoup des francophones sont absorbés dans l'appareil anglo-saxon. Un autre cas d'étude au sein de Black AI qui a plus de 5000 membres et professionnels dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si on regarde en termes de population qui s'identifie comme noire, 55% de la population de Black AI a des origines africaines. C'est-à-dire que dans leur pays d'origine, ce sont des pays d'origine africaine. Mais quand on regarde dans la population africaine de Black AI, quelle est la proportion de personnes qui viennent d'Afrique francophone? Nous remarquons que nous avons environ 16% de personnes qui viennent d'Afrique francophone, contre 84% d'Afrique non francophone. Alors que à l'échelle de l'Afrique, la population d'Afrique francophone représente 32% de la population africaine. Donc, nous sommes vraiment sous-représentés à plusieurs niveaux. Donc, nous avons un autre absent
dans beaucoup de ces développements pour l'instant, c'est les gouvernements. Euh, Très peu de pays ont pour l'instant une politique nationale sur l'IA et les gouvernements sont un peu tardifs à financer, à avoir apporté un soutien politique aux initiatives qui ont existé depuis de nombreuses années. Ça, c'est une interview de Mustapha Cissé de 7 août 2023 qui a dit, je cite, les États africains sont déconnectés des débats sur l'intelligence artificielle. Ceci dit, nous sommes dans un bon élan qu'il faut renforcer. Beaucoup de facteurs sont réunis pour une excellente participation des Africains. Nous sommes déjà influents, nous sommes organisés et avec une jeune population, beaucoup de facteurs peuvent permettre vraiment un essor de plusieurs experts africains dans le domaine. Euh, et donc, les communautés locales, diaspora et la communauté internationale doivent continuer de collaborer tout en cherchant à résoudre les défis mentionnés plus tôt. Alors, pourquoi participer? Ça, c'est une question que j'ai souvent. Et en fait, tout part d'une critique tout à fait naturelle, en fait, de cet argument, qu'on doit participer à ce développement technologique. Souvent, l'ignorance de l'intelligence artificielle comme priorité peut venir du fait que les populations africaines ont des besoins de base qui ne sont pas encore satisfaits. Alors, pour ne citer que certains, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'autosuffisance alimentaire, la cherté de la vie, la transformation des matières premières et industrialisation. Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'IA? Nous avons des combats politiques plus fondamentaux à mener, que ce soit au niveau de la bonne gouvernance des États locaux et au niveau des influences des nations étrangères sur notre vie politique. Une fois ces combats menés, peut-être qu'on pourra se soucier de l'IA, j'entends souvent. Même pour aller plus loin, une autre critique par rapport à ce projet d'avoir des Africains qui participent au développement technologique. Euh, L'IA générative demande l'accès à d'énormes financements étatiques. Parce que les grands pays comme la Chine, les États-Unis, c'est vraiment l'État qui met en avant des fonds qui sont traduits par des subventions pour des projets de recherche et des faveurs aux entreprises locales. Nous ne sommes pas encore vraiment là. Et nous avons besoin de grandes bases de données digitalisées, alors qu'encore en Afrique, il y a beaucoup on est encore à l'ère du papier dans beaucoup de démarches. L'IA générative demande accès à d'énormes puissances de calcul pour entraîner de géants modèles. On n'a pas forcément de grands ordinateurs. Donc, c'est une course perdue d'avance. Et est-ce que tout ça n'est pas une fuite de cerveau déguisée? Vous savez, ce sont de très bons arguments. Et en fait, si j'étais en dialogue avec ce sceptique ou pessimiste, voilà certains arguments que je retournerai. Déjà, l'innovation et la diaspora sont des enjeux clés quand on parle de développement. Au lieu de s'attaquer à la pauvreté, il faut aussi créer de la richesse. Et comment? Je réfère à ce livre de Clayton Christensen, Fossa Ojomo et Karen Dillon, qui parle en fait du Prosperity Paradox. Et que un des leviers importants pour réduire la pauvreté, ce n'est pas directement de s'attaquer à la pauvreté, mais c'est de créer un cadre qui favorise l'innovation, qui va créer de nouveaux marchés. Et ces structures innovantes vont, elles, à leur tour, construire des infrastructures. Juste pour vous donner quelques exemples. Dans le cas de mon entreprise, nous avons beaucoup de personnes qui sont employées sur le continent africain. Et dans le cas de l'interview avec une personne qui cherchait un job de machine learning engineer, j'ai remarqué que bien qu'elle avait des problèmes d'accès à l'électricité, cette dame, avec l'argent qu'elle se faisait dans d'autres boulots, avait payé un groupe électrogène, de l'Internet et une station de travail autonome chez elle. C'est-à-dire que quand, en fait, on était en train de faire l'interview, le courant était coupé chez elle, mais elle avait un groupe électrogène qui était capable de alimenter son ordinateur, alimenter son réseau Wi-Fi pour qu'elle puisse être connectée au monde extérieur. De manière générale, la tendance et l'évolution de la tech africaine aujourd'hui a créé de nouveaux marchés concernant les coworking space et les services de livraison et tout ça. Donc, en fait, il faut regarder l'innovation comme source de solution à nos problèmes, en fait, et non pas quelque chose qu'on poursuit après avoir résolu nos problèmes de base. De l'autre côté aussi, la diaspora a un rôle important avec les transferts de fonds depuis l'étranger. Euh, En 2022, il y a environ 100 milliards de dollars qui ont été envoyés à l'Afrique de par sa diaspora, environ 51 milliards de dollars en Afrique subsaharienne. Ces transferts sont supérieurs à l'aide publique au développement que nous recevons. Ensuite, j'aimerais me référer à un philosophe nigérien, Tunji Ladner, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et qui, en fait, qui parle de la notion de temps africain. En fait, il parle de temps nigérien, mais ça s'applique
au temps africain. Et il ne s'agit pas du temps africain que nous connaissons en termes de retard ou ça. Il parle en fait du fait que beaucoup de pays africains vivent les quatre révolutions industrielles de manière simultanée. Il ne s'agit pas en fait d'une suite séquentielle où les pays vont s'industrialiser, ensuite vont avoir accès à l'électricité, ensuite les ordinateurs, Internet et enfin l'intelligence artificielle. En fait, nous vivons dans une réalité où les pays africains vivent les quatre révolutions de manière séquentielle, et pardon, de manière simultanée. Ainsi donc, nous avons, voilà, donc on a besoin de s'électrifier, d'avoir accès enfin, d'industrialiser. Nous avons aussi un cadre où nous avons des smartphones et l'intelligence artificielle présente dans nos vies. Et ce qui est intéressant à remarquer, en fait, c'est que plus la révolution est proche, mieux on participe, parce que les lignes de participation sont moins définies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, le Nigeria, qui a des problèmes d'accès à l'électricité, n'a pas de mal à exporter les Afrobeats et les Nollywood. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute personne qui a accès à Netflix est capable de consommer du contenu produit au Nigeria. Alors que ces pays sont toujours en train de lutter. Et cette industrie qui est connectée au monde, aujourd'hui, génère des revenus importants. De sorte que, voilà, vous pouvez pas partir dans un endroit, dans un Uber, que ce soit aux États-Unis ou partout, sans entendre les Afrobeats. Netflix, il y a plein de films nigérians. Et donc, en fait, alors que ça, on va dire que c'est plus une troisième vague de révolution industrielle, en fait, avec les ordinateurs, l'Internet, mais le Nigeria est capable de bien participer à cette révolution. Alors, et il s'agit aussi, pareil, des startups fintech, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les autres révolutions, elles ont créé un certain ordre mondial. Et quand on parle, par exemple, de l'enjeu de transformation de nos matières premières, il y a un ordre mondial qui est déjà assez rigide et qui va beaucoup résister, en fait, à, cette à des changements ou des nouvelles positions. Alors que les autres révolutions, les lignes sont moins définies et donc il y a plus de facteurs qui vont susciter et favoriser l'essor des Africains. Donc, par exemple, voilà une statistique d'il y a quelques années, il disait en fait que en Afrique, les gens ont plus de facilité d'accès au smartphone qu'à l'eau ou l'électricité ou encore un compte en banque. Et donc, en fait, c'est pour dire que ces réalités viennent avec le terrain et il faut les saisir et s'adapter et donc favoriser, par exemple, l'innovation aussi, qui va se baser sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des téléphones, des smartphones et favoriser aussi l'essor de ce secteur. Donc, voilà un peu les points que je donnerais à l'argument sceptique qui dirait qu'en fait, il faut se baser sur les besoins primaires et tout en négligeant les autres aspects liés à l'innovation technologique. Donc, en disant, OK, participer, oui, mais comment? Alors, ici, nous définissons plusieurs niveaux de participation. Il y a à la création de nouvelles technologies. Il y a d'un côté l'ignorance, de l'autre côté la conscience, troisième côté la consommation, quatrième niveau la conception et la vision. Quand on est ignorant, en fait, c'est que très souvent, on n'a aucune idée qu'une technologie existe, aucune idée de ses bienfaits. Et par exemple, ça peut être dû au fait que nous ne sommes pas exposés à ces développements technologiques. Nous avons d'autres intérêts. Il y a peu d'enjeux à l'échelle individuelle ou nous n'avons pas de processus en place pour surveiller en fait les technologies. Et les conséquences de l'ignorance en fait peuvent être désastreuses parce que, par exemple, à l'échelle des entreprises, certaines entreprises qui manquent certaines évolutions technologiques peuvent perdre en compétitivité. Et le coût de l'opportunité peut être élevé aujourd'hui et dans le futur. C'est-à-dire que pendant que nous sommes ignorants, d'autres personnes peuvent saisir ces opportunités, développer des technologies, et demain, nous sommes dans une position où nous avons besoin de transfert de technologies plutôt que d'avoir été en avant. L'autre niveau de participation, c'est la conscience et la consommation. Ça, en fait, ça vient aussi de la diffusion de la technologie. En fait, quand on est conscient de la technologie, c'est qu'en fait, on sait que ça existe. Mais la conscience ne veut pas forcément dire consommation. Par exemple, je sais que TikTok existe, mais je ne suis pas encore sur TikTok. Beaucoup de technologies à l'ère de l'IA, en fait, sont à un niveau où chaque individu dans le secteur de service doit au moins utiliser, expérimenter avec ces nouvelles technologies dans l'écosystème local. Nous pouvons
parler d'ateliers payants, de tutoriels ou de création de contenu, en fait, qui permettent vraiment de démystifier les nouvelles technologies comme ChatGPT, Stable Diffusion et comprendre comment les personnes euh, à différentes échelles peuvent les utiliser. Parce qu'en fait, si il y a beaucoup de personnes qui sont des aventuriers, c'est-à-dire des early adopters, elles peuvent prendre de l'avance et enseigner aux autres personnes comment utiliser ces technologies. Donc ça, c'est un premier niveau. Et vu le manque de participation, le manque de contenu en français, c'est vraiment une opportunité de leadership qui est possible. Une opportunité là. Quand on parle de conception et de recherche, en fait, c'est le quatrième niveau, on parle de personnes qui vont comprendre comment ça marche, en fait. C'est-à-dire ne pas juste utiliser ChatGPT, mais comprendre quels sont les algorithmes. Et là, euh, euh, les choses sont très intéressantes dans ingénieurs professionnels et étudiants dans le domaine du énorme Carnegie Mellon Rwanda, où les certificats en ligne d'excursion qui vraiment permettent aujourd'hui l'acquisition d'étudiants professionnels étudiants ont à leur disposition. Et il est important en fait de viser les meilleures entreprises mondiales, que ce soit en ingénieur de recherche et chercheurs scientifiques, parce qu'en fait, il y a une très grande différence entre les écosystèmes et aussi beaucoup de possibilités en termes d'études doctorales, que ce soit idéalement au Royaume-Uni ou en Amérique du Nord. Et j'insiste beaucoup sur ce point, en fait, parce que viser à l'international est clé pour réussir dans sa carrière dans ce domaine, parce que les compétences, en fait, sur le marché local peuvent être moins bien valorisées qu'à l'international. Donc, ce n'est pas rare de voir des rôles d'ingénieur en machine learning, research engineer, qui ont des salaires annuels de plus de 100 000 dollars. Ça représente plus de 60 millions de francs CFA. Et ça peut même aller jusqu'à 250 000 dollars, c'est-à-dire des centaines de millions de francs CFA annuellement. Beaucoup de programmes favorisent l'insertion des afro-descendants dans des compagnies via la voie d'ingénieurs de recherche ou scientifiques de recherche. Il y a un grand écart entre écosystèmes et les pays à viser, ce que je conseille à ce niveau, c'est vraiment d'avoir comme optique le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis. Et cette dynamique aussi a des parallèles avec la France parce que si on regarde les trois prix Turing 2018 qui ont été accordés à Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio. Pour ceux qui ne connaissent pas les prix Turing, en fait, c'est un peu l'équivalent des prix Nobel en informatique. Et ils ont été accordés à ces pionniers parce qu'ils ont en gros vraiment mis en place les bases pour les algorithmes aujourd'hui qui sont derrière beaucoup des avancées en intelligence artificielle. Et deux de ces trois sont nés en France, mais ils ont eu beaucoup de beaux jours de leur carrière ont eu lieu en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Mais je vois ce que je voulais dire. Est-ce que cela n'est pas une fuite de cerveau? En fait, le concept important à comprendre ici, c'est cette notion de circulation des cerveaux et non fuite des cerveaux. Beaucoup de personnes vont partir de leur pays d'origine, dans un pays d'accueil, pour saisir de meilleures opportunités d'études, de travail et d'infrastructure. Mais la clé, en fait, c'est qu'une fois arrivé dans ces pays d'accueil, il est important de créer des collaborations et de contribuer à l'écosystème local pour que, dans un potentiel retour, l'écosystème local soit beaucoup plus fort. Et donc, c'est dans ce cadre que offrir des opportunités de stage, de collaboration et participer à la création d'un écosystème plus fort, en fait, permet à la fois de réaliser le potentiel de beaucoup d'individus, tout en étant capable de contribuer à un essor de l'écosystème local dans les pays d'origine. Et donc, c'est cette notion en fait de circulation des cerveaux parce qu'en fait, l'idée que les liens sont coupés n'est pas vraiment vrai. Aujourd'hui, avec les technologies digitales, il est facile de s'organiser et de collaborer à distance. Et donc, il est plus important, dans une première phase, de vraiment chercher les meilleures opportunités possibles, de se constituer en réseau et ensuite créer des opportunités à l'échelle locale. Alors, comment on peut rendre l'écosystème local plus fort? Dans l'immédiat, il s'agit en fait d'avoir une culture de l'IA sur les campus, dans nos écoles d'ingénieurs et même au-delà de nos écoles d'ingénieurs, en fait. Et ça se fait comme par des compétitions, comme la machine learning
Project Competition que James Assene et beaucoup d'autres ont sponsorisé, mais aussi des stages de recherche et des clubs où vraiment les dernières avancées dans le domaine peuvent être discutées. Mais aussi, il faut en fait contextualiser ces travaux pour que ce soit pertinent pour le continent africain. Une autre opportunité, en fait, de rendre l'écosystème local plus fort, c'est la création de contenu en français et langue locale. Force est de constater que beaucoup de vidéos ou blogs sont très souvent en anglais, avec très peu de contenu en français. Et donc, ça, c'est une opportunité, et même pouvoir aller vulgariser dans les langues locales. Par exemple, il y a une influenceuse nigériane qui, elle, fait beaucoup de vidéos sur les sciences des données en Yoruba. Euh, et donc, il faut aussi créer des jeux de données et participer aux appels d'offres. Il y a très souvent des appels d'offres par des organisations comme Lacuna Fund, Gates Foundation, qui permettent vraiment de pouvoir créer en fait des données locales pour qu'on puisse travailler sur des problématiques locales. Au moyen et long terme, un de nos plus grands défis, en fait, c'est d'arriver à une plus grande implication du secteur privé dans les projets de recherche, les subventions de l'État et des particuliers. Parce qu'en fait, on ne peut pas être dans une position où nous dépendons beaucoup de l'aide extérieure. Parce que qui, euh, les personnes qui vont donner l'aide peuvent dicter notre position, en fait. Et c'est dangereux d'être dans une position comme ça parce que si il y a des difficultés économiques ou certaines zones qui ne veulent pas sur lesquelles on travaille, nous allons être, en gros, comment dire, euh, voilà, il va avoir une maîtrise en fait de notre agenda. Et donc, c'est important en fait de mobiliser les ressources locales pour que les projets, euh, fruits de l'imagination des personnes sur le terrain, puissent être vraiment mis en avant au lieu d'être dans une position où nous demandons. Donc, le dernier niveau de participation, c'est le niveau visionnaire, en fait. Et c'est intéressant en fait parce que souvent, euh, les visionnaires ont plus d'influence, même s'ils ne sont pas dans le domaine et l'implémentation de jour en jour. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, tout le monde a un peu des images comme ça, que ce soit dans le film iRobot, ou Terminator, ou Star Wars. En fait, l'idée de robots ou de machines qui nous encouragent à faire des tâches a précédé l'implémentation et l'arrivée de ces machines, en fait. Parce qu'elles étaient déjà là, dans la culture, dans les films, dans l'imagination. Maintenant, en fait, l'imagination est un terrain très important. Ici, il y a quelques citations qui parlent un peu de l'influence en fait de la science-fiction des films comme Star Wars sur des personnalités comme Sam Altman, PDG d'OpenAI, ou Elon Musk. Je vais dire quelques de ces extraits. On dit, en grandissant dans les années 80-90, Sam Altman était un enfant intello qui a lu beaucoup de fiction et Star Wars. Et ce monde que les auteurs ont créé ont eu un grand impact sur lui. De manière similaire, il y a un article ici qui parle en gros des motivations d'Elon Musk, qui est aussi cofondé OpenAI, qui a été inspiré par beaucoup de livres de science-fiction. Et Demis Hassabis, le PDG de DeepMind, a beaucoup travaillé en fait dans tout ce qui est science-fiction avant d'entamer la construction de son entreprise. Donc, et même la notion même d'intelligence artificielle, en fait, elle remonte à 31 août 1955. Donc, c'était avant que beaucoup de nos pays même soient indépendants. Il s'agit en fait à la base comment dire, d'un projet que certains de ces scientifiques ont suggéré, ils ont dit, nous proposons un projet de 2 mois et avec 10 hommes pour étudier l'intelligence artificielle. Le but de cette étude est la conjecture que tous les aspects de l'apprentissage et beaucoup des caractéristiques de l'intelligence humaine que peut être répliqué dans une machine qui peut simuler ces processus. Donc, nous allons travailler sur ce sujet pendant 2 semaines et pendant 2 mois et nous pensons que nous pouvons faire beaucoup d'avance. Le temps, force est de constater qu'il est, voilà, nous sommes encore plusieurs décennies dans le domaine et certains de ces objectifs ne sont toujours pas atteints. Il n'est pas clair si nous pourrons atteindre, mais en fait, avoir été lancé dans cette vision a permis à tout un champ de travaux scientifiques de prendre le jour et aujourd'hui avoir l'impact qu'il a. Similairement, au niveau de philosophie des idées, nous avons des Africains en fait qui sont même au niveau de la philosophie de l'intelligence artificielle, notamment le docteur Timmy Gebou en fait, qui défend
on va dire une approche un peu plus critique de développement technologique qui ne voit pas non seulement une utopie ou un affaire créé par les machines, mais qui a une approche critique. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment important, en fait, en tant que communauté africaine, parce que je reviens aussi sur une note du Dr. Roy Benjamin qui a donné une keynote au Deep Learning Daba 2019. Et elle a dit, en fait, plus je suis imprégné dans les faits d'inéquité et de justice, plus j'en suis venu à apprécier l'importance de l'imagination en tant que champ de lutte. N'oubliez pas d'imaginer de créer les mondes sans lesquels vous ne pouvez pas vivre, tout comme vous démantelez les mondes dans lesquels vous ne pouvez pas vivre. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, en fait? C'est qu'il faut, à nous, Africains, imaginer qu'est-ce qu'on veut de l'intelligence artificielle. Et une des visions que Dr. Timmy Grebo a commencé à mettre en avant, c'est ce qu'elle appelle l'Internet pour nos grands-mères. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut utiliser les avancées pour faciliter l'interaction par voix avec nos smartphones, les appareils autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui ne sont pas, qui sont analphabètes. Et donc, comment est-ce qu'on conçoit des technologies qui sont centrées sur ces personnes? Un autre aspect qui est un peu voisin, c'est la compréhension des langues africaines, que ce soit le camfranglais du Cameroun, le pidgin ou encore le kolo et bassa. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des appareils qui comprennent ces langues et qui sont capables de nous parler dans ces langues et échanger avec nous dans ces langues? Comment est-ce on arrive à avoir des appareils qui fonctionnent avec nos accents, qui comprennent vraiment notre mode d'expression? Un autre imaginaire peut être le développement d'outils technologiques pour mieux vivre sa foi. Beaucoup de religions ont des textes religieux et des commentaires qui viennent avec. Et c'est possible, en fait, d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux comprendre comment, par exemple, quels versets de textes religieux sont pertinents dans une situation que je rencontre, ou comment est-ce que, ou avoir même des interprétations de versets et les mettre en relation. D'autres visions d'imaginaire, en fait, il s'agit de l'amplification de nos talents créatifs, que ce soit dans la mode, dans la musique, dans les films, dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative a réduit beaucoup les coûts de production de tous ces éléments. Ainsi donc, on peut imaginer des collaborations entre ingénieurs du son, pour créer des nouveaux afrobeats basés sur l'intelligence artificielle, ou encore des covers d'albums, ou même des effets spéciaux dans les films d'animation. Tout ça est devenu aujourd'hui beaucoup plus facile. Et nous n'avons pas à reproduire les erreurs Nous avons, en fait, nous avons la possibilité de définir, en fait, nos propres règles. Et donc, ça, c'est vraiment le message final, en fait, de cette keynote, c'est-à-dire notre imaginaire doit à la fois projeter une vision captivante de notre futur, c'est-à-dire à s'approprier le rôle que nous voulons que cette technologie ait dans notre vie, mais aussi être défensif pour éviter les erreurs du passé et apprendre de notre histoire, pour ne pas être à la traîne, pour ne pas être dans une position où nous cherchons à importer des technologies qui ne sont pas conçues pour nous. Nous cherchons des transferts de technologies. Nous avons l'opportunité de jouer un rôle primordial. Nous sommes déjà présents et il faut donc redoubler d'efforts. Ainsi, s'achève cette keynote où j'ai en gros euh, élaborer sur le sujet, en fait, du fait que dans les prochaines décennies, les Africains peuvent jouer un rôle de premier plan dans le développement de l'IA. Notre influence est déjà visible, mais peut encore s'accroître, particulièrement au niveau de l'Afrique francophone. Cette vague de développement technologique est une occasion de booster nos capacités scientifiques, philosophiques, individuelles et communautaires. Et nous devons apprendre de l'histoire et de notre actualité politique pour développer un imaginaire et des mécanismes pour ne pas se faire exploiter et devenir exploitateurs d'idées et de technologies. Merci beaucoup.